Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Nous avons le plaisir pour ce premier webinaire que WEV organise. On a l'habitude de faire des rencontres et là, c'est une rencontre virtuelle. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Rio-Lopez, directrice du secteur innovation et mobilité de Kantar, Charles Fissinger, manager diversité et inclusion France de Michelin. Je suis Florence Lagarde, vice-présidente de l'association WEV et directrice d'AutoActu.com et nous sommes ensemble pour 45 minutes. Isabelle Rio-Lopez va vous présenter les résultats du baromètre de l'évolution de la mixité que nous faisons chaque année et que nous n'avions pas fait en 2020. Merci Isabelle. Nous aurons ensuite une conversation avec Charles Fissinger qui nous partagera son expertise sur les conditions de réussite d'une politique RH tournée vers la diversité et la mixité. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la discussion. Et avant de démarrer, je passe la parole à notre présidente, Elisabeth Young. Oui, bonjour. Bonjour, merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc, tout d'abord, un grand merci à Florence qui a pris en charge totalement la gestion de ce webinaire. Donc, des félicitations à l'avance. Je voulais juste vous dire un petit mot pour vous informer qu'on va finalement réussir à se retrouver dans la vraie vie. On a dû repousser nos rencontres annuelles, les 12e rencontres annuelles plusieurs fois. Mais aujourd'hui, notez bien la date, ce sera le 17 novembre. On espère qu'on pourra les faire cette fois-ci après 4 reports, donc on touche du bois. Et cette année, ça aura lieu donc au Pavillon Royal avec notre grand témoin homme, comme chaque année, qui est Jean-Dominique Sénat, donc du groupe Renault, et Clotilde Delbos, notre femme de l'année WEV, sera également présente. Donc notez bien la date dans vos agendas. Et en tout cas, moi, je suis très contente de ce webinaire et je vous remercie, Isabelle, Charles et Florence, d'avoir fait en sorte que ça puisse avoir lieu aujourd'hui. Et bien sûr, un grand merci à Annika qui s'occupe de la gestion de ce webinaire. À vous la parole. Donc, Isabelle, c'est à toi. Merci Florence. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats du baromètre que nous réalisons effectivement chaque année, excepté en 2020 du fait du contexte, de la crise. Et donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de partager avec vous les enseignements de cette année, donc de l'étude qui a été réalisée en mars-avril auprès des professionnels de l'automobile, donc abonnés à la newsletter AutoActu et aussi autres professionnels. Donc, certains d'entre vous ont certainement répondu à l'enquête. Donc, cette année, nous avons eu 226 répondants, dont 61% d'hommes et 39% de femmes. Et donc, nous allons aujourd'hui pouvoir voir quels en sont les enseignements et en quoi la crise a impacté sur cette question d'égalité homme-femme. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à voir. Lors de la présentation, nous avons parfois quelques benchmarks qui sont montrés pour comparer finalement à d'autres études que nous réalisons au sein de Kantar et pouvoir comparer nos résultats à d'autres secteurs ou à finalement des indicateurs un petit peu transversaux pour la France. Alors, comment va s'articuler cette présentation? Tout d'abord, nous allons parler des femmes dans le secteur automobile pour comprendre un petit peu ce qui nous caractérise. La question des inégalités, vous allez voir qu'avec la crise, elle se creuse. Et du coup, dans une perspective d'avenir, finalement, comment les femmes et les hommes perçoivent les stratégies de rebond, la transformation du secteur, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va caractériser les uns et les autres et éventuellement les différencier. Alors, commençons donc par les femmes dans le secteur automobile. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les femmes, donc c'est relativement stable par rapport à ce que nous avions observé il y a 2 ans. Les femmes sont un petit peu plus jeunes en moyenne que les hommes, mais elles sont 70%, plus de 70% à être dans le secteur depuis plus de 10 ans. Du côté des hommes, c'est un peu plus de 80%. Donc, vous le voyez, plutôt des salariés qui sont des salariés entrepreneurs, enfin des actifs du secteur auto qui sont fidèles au secteur, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu cette question du secteur auto et qu'est-ce que le travail va représenter pour chacun d'entre nous, vous pouvez le voir que ce qui caractérise l'auto, c'est vraiment le plaisir, l'épanouissement, les contacts humains
et c'est plutôt élevé par rapport à d'autres secteurs, comme vous pouvez le voir sur la droite. Donc, c'est un secteur finalement qui passionne. Donc, sur la troisième ligne, vous pouvez voir que cette question de vocation, passion est peut-être un peu plus forte chez les hommes que chez les femmes, mais c'est quand même une tendance forte. C'est avant tout un travail qui va signifier le plaisir, l'épanouissement, les contacts humains et qui est une vocation. Alors, c'est une vocation, c'est un plaisir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on pose la question, finalement, est-ce que le choix de ce secteur est un choix délibéré parce que vous affectionnez, par exemple, très fortement l'automobile, finalement, on voit que les femmes sont arrivées peut-être un petit peu par hasard, avec 34% comparé aux hommes qui sont à 66%, mais dans tous les cas, hommes et femmes s'intéressent à l'automobile en dehors de leur travail. Vous voyez, 62% versus 83%, même si c'est plus fort chez les hommes, on voit bien que c'est un métier, un secteur qui intéresse, qui passionne, même si les femmes y arrivent parfois un petit peu par hasard au départ. Elles y restent, on l'a vu, 70%, ils sont depuis plus de 10 ans. Alors, ce que l'on a demandé, comme chaque année, c'est finalement, recommanderiez-vous une carrière en automobile à des nouveaux entrants sur le marché du travail? Et là, ce que l'on peut noter, c'est que finalement, hommes et femmes vont recommander le secteur de façon équivalente, mais c'est vrai, vous pouvez le voir, nous montrons en bas finalement la mesure 2019, donc d'il y a 2 ans, et on voit que cette recommandation a baissé. Donc, on voit pointer là les premiers éléments effectivement de plus d'incertitude liées au contexte, liées au secteur automobile également. Et donc, finalement, aujourd'hui, le taux de recommandation baisse un petit peu par rapport à il y a 2 ans. Alors, pourquoi? On le voit ici, des incertitudes quant à finalement l'avenir du secteur, le contexte des changements sociétaux qui vont impacter effectivement l'industrie et le secteur comme en tout, mais aussi surtout beaucoup de pression à court terme, pas mal de contraintes. Et ce qui va caractériser les femmes un peu plus que les hommes, c'est également le manque de mixité, un milieu très masculin. Donc, c'est vrai que les femmes le citent également comme une évolution, quelque chose qui peut faire finalement que ce soit une barrière à l'évolution au sein de l'entreprise et une barrière à l'entrée dans le secteur. Alors, ça, c'était pour contextualiser un petit peu la place des femmes dans le secteur automobile. Et nous allons nous intéresser maintenant plus spécifiquement à la question des inégalités. Et vous allez le voir, la crise a un impact plutôt négatif sur ce sujet. Alors tout d'abord, quand l'on demande effectivement aux hommes et aux femmes s'ils ont la perception que les femmes disposent des mêmes opportunités de progression que les hommes, la réponse du côté des femmes est assez claire et catégorique. 75% disent que non. C'est en augmentation significative par rapport à il y a 2 ans où on était à 63%. Et on voit que la perception est totalement différente de celle des hommes, puisque les hommes ne sont que 23% à dire que les femmes ont moins d'opportunités de progression. Donc on voit là qu'il y a effectivement un décalage entre la perception que les hommes et les femmes peuvent avoir de ces opportunités. Et clairement, pour les femmes, elles perçoivent qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Et lorsque l'on s'intéresse à la question de la rémunération, c'est la même chose, c'est le même constat, effectivement. Elles ont la perception qu'à diplôme équivalent, compétences ou poste équivalent, elles n'ont pas forcément la même rémunération que les hommes. Et encore une fois, cette vision est assez différente de celle des hommes. Alors, tout ceci, effectivement, génère un certain nombre de frustrations. Et c'est vrai que les femmes, du coup, disent qu'elles pensent qu'elles pourraient être à des postes plus élevés, 58%, alors que seulement 36% des hommes le disent. Alors, pour autant, leur travail est reconnu en interne, elles sont 71% à le dire, c'est un petit peu que les hommes, mais ça reste quand même très majoritaire. Un point peut-être d'attention que l'on peut noter dans ce climat d'incertitude et de transformation, c'est le dernier point sur la droite. Sur l'item « Je suis prêt à faire des sacrifices », ça c'est important pour ma vie personnelle, pour mieux réussir ma vie professionnelle. On voit que hommes et femmes déclarent être moins prêts à faire des sacrifices. Les 2 genres sont impactés vraiment par rapport à 2019 et les femmes un peu plus fortement. Alors, si on compare sur la droite au benchmark des autres secteurs, l'idée c'est aussi de pouvoir se comparer puisqu'on voit qu'on a vu tout à l'heure sur un certain nombre d'indicateurs l'automobile est plus élevée. Là, on voit qu'on est assez proche du benchmark du secteur qui est à 38%. Là, on peut imaginer effectivement que le contexte de crise, d'incertitude, je dirais, impacté sur cette notion de vie personnelle versus vie professionnelle et fait aussi peut-être que hommes et femmes sont un petit peu moins prêts, en tout cas en déclaratif, à faire des sacrifices. Alors au final, lorsque l'on demande aux femmes si elles perçoivent que faire carrière dans le secteur automobile est plus difficile qu'avant, vous pouvez le voir qu'elles sont 61% à dire que c'est plus difficile,
dont 29% qui disent que c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est à nouveau en nette augmentation par rapport à 2019. Du côté des hommes, on n'a pas d'augmentation significative. Donc là, on voit très clairement que la crise a quand même eu un impact significatif sur les femmes, sur cette perception d'évolution, la difficulté à faire carrière dans l'automobile. Donc par rapport aux évolutions antérieures que l'on avait vues, on a vraiment un net recul cette année. Alors, tout ceci est à mettre en regard de, là, on vous apporte une information externe à l'étude, qui vient d'une autre étude Kantar, et je voulais partager avec vous cet indice Reykjavik, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui mesure finalement au niveau européen, donc là, on est sur le G7, dans quelle mesure les hommes et les femmes sont perçus comme égaux dans leur capacité à occuper des positions de leader, des postes, entre guillemets, de pouvoir. Et en fait, ce que l'on a observé au niveau du G7 cette année, c'est que l'indicateur est relativement stable, donc il ne s'améliore pas, alors qu'il s'améliorait l'année d'avant. Et en France, tout particulièrement, il est plutôt en retrait, c'est-à-dire qu'on était à 77, on est à 73 cette année. Pardon, on était voilà, exactement. Et on voit que, alors cette question, elle est posée aussi par secteur, et l'automobile est en retrait particulièrement avec moins 4 points. Donc tout ceci, je dirais, va dans le même sens de ce que l'on a observé à travers l'enquête, effectivement, un impact de la crise qui va plutôt impacter sur une augmentation des inégalités dans le secteur. Alors, dans ce contexte qui est effectivement plutôt, je dirais, pessimiste, on a voulu regarder un petit peu comment les femmes et les hommes se projettent sur l'avenir pour leur entreprise, pour eux-mêmes. Et finalement, dans ce contexte de transformation, de monde, de projection dans le monde d'après-crise, quelles sont les stratégies de rebond qu'ils définissent comme étant les plus pertinentes et les plus nécessaires? Et donc, on va en parler dans un instant, mais comme vous le voyez sur ce titre, une des stratégies, les femmes prônent l'agilité plus que les hommes, et vous allez voir, on a un certain nombre d'indicateurs, et vous allez voir un petit peu comment chacun se positionne. Alors, tout d'abord, très rapidement, parce que vous connaissez bien entendu le contexte, effectivement, le secteur automobile est un des secteurs qui a été le plus touché l'an dernier, avec notamment de la part des consommateurs des achats qui ont été reportés, voire annulés. Avec le tourisme, ce sont les deux secteurs qui ont été le plus impactés de ce point de vue-là. Mais quand on pose la question donc, aux femmes et aux hommes sur quel est leur optimisme vis-à-vis de l'avenir de l'entreprise, moi je trouve que c'est quand même assez marquant de voir ici que hommes et femmes restent relativement optimistes. On est autour de 65, 72 sur l'avenir de l'entreprise, 62, 74 sur l'avenir personnel. C'est relativement en ligne, voire un petit peu plus élevé que le benchmark tout secteur. Et effectivement, cela reste relativement stable, sauf peut-être un petit peu pour les hommes qui perdent un petit peu sur l'avenir de l'entreprise cette année, mais cela reste relativement stable. Donc, on reste tout de même optimiste pour le futur. Et du coup, quand on leur pose la question de quelles sont les tendances qui doivent inspirer justement les stratégies dans le secteur automobile et les innovations dans le secteur automobile. Donc là, on a repris un certain nombre de tendances qui ont émergé suite aux différentes tensions que nous avons observées en 2020 avec la crise Covid. Et on reprend ici finalement le top 3, donc le top 3 des plus importantes pour les femmes et les hommes. Comme vous pouvez le voir, la question environnementale, le fait de développer des offres respectueuses de l'environnement va être vraiment ce qui va être cité en premier à la fois par les hommes et les femmes. Et puis après, je dirais qu'on a 3 dimensions qui suivent de façon assez proche, la question du Made in France, l'économie circulaire, qui est citée à la fois par hommes et femmes, et puis un peu plus, les hommes citent un peu plus l'accessibilité prix. Mais je dirais que accessibilité prix et Made in France sont de toute façon dans le top 4 pour les hommes et les femmes, donc on retrouve un petit peu le même ranking. Et c'est l'environnement, effectivement, qui très clairement se distingue. Mais effectivement, au-delà de ces questions-là, nous avons posé la question de quelles sont les autres tendances peut-être un peu plus spécifiques à l'automobile qui semblent clés. Et là, à nouveau, c'est très clair, la question finalement de la transformation vers la mobilité, donc une mobilité flexible, multimodale, donc finalement un métier qui se transforme pour aussi proposer non pas seulement des voitures ou des objets, mais aussi des services. Donc à la fois hommes et femmes le citent de façon très claire, évolution technologique vers de nouveaux modèles économiques, se diversifier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez à gauche, les femmes perçoivent cette transformation de façon plutôt optimiste, avec 58% d'entre elles qui identifient, qui y voient de nouvelles opportunités, alors que finalement, seulement 43% des hommes y voient des opportunités et on voit même un petit peu une baisse. Donc là, c'est assez intéressant de voir comment, dans ce contexte de crise, malgré le contexte, les femmes restent plutôt optimistes sur ces questions de transformation et d'opportunités à venir sur le secteur. Alors, pour terminer, nous leur avons demandé
Dans ce contexte de crise, pensez-vous que les priorités stratégiques de votre entreprise sur le long terme ont déjà ou ont besoin de changer? Donc là, à nouveau, c'est très clair, autour de 70% des hommes et femmes disent oui, il faut changer, il faut s'adapter, versus 64% pour le benchmark. Et là, quand nous avons interrogé sur un certain nombre de stratégies de rebond que nous avions identifiées l'an dernier dans d'autres études, c'est intéressant effectivement de voir que pour les femmes, les changements stratégiques prioritaires vont être vraiment le développement de pratiques plus agiles dans l'entreprise. La question de l'organisation est citée, également nouvelles structures organisationnelles, donc il y a sans doute des attentes là sur comment les entreprises sont organisées, et la centricité client que l'on retrouve également chez les hommes. Donc chez les hommes, le ranking est un peu différent. On a d'abord la question du e-commerce, donc le développement d'offres liées effectivement au monde digital, l'agilité en deuxième position et la centricité en troisième position. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on voit que chez les femmes, liées sans doute au contexte qu'elles vivent également, les questions d'agilité et de structure sont particulièrement importantes. Voilà, donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, d'une part, les femmes travaillant dans le secteur automobile sont là, sont fidèles, sont là depuis longtemps, même si elles sont arrivées par hasard, elles en sont de fortes promotrices, même si un petit peu moins qu'il y a 2 ans. On voit que cette année, des inégalités se sont creusées, donc là, il y a un vrai enjeu finalement de regagner, je dirais, ce que nous avons perdu l'année dernière pour l'année prochaine, effectivement, pour qu'elles puissent se sentir mieux valorisées et qu'elles puissent mieux percevoir les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Et dans ce contexte de transformation et de post-crise, un vrai enjeu également de rebond, d'aller vers plus d'agilité et de revoir éventuellement certaines organisations, certaines structures qui aujourd'hui sont un frein justement à l'évolution de la carrière des femmes dans le secteur auto. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. S'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci Isabelle. Avant de passer à nos questions-réponses avec Charles Fissinger, je vous précise que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre dans le fil de discussion, autant pour Isabelle que pour Charles. Alors, Charles Fissinger, est-ce que vous avez un commentaire sur ces résultats que vient de nous présenter Isabelle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, le commentaire que je ferais, c'est qu'on voit bien que on a vécu quelque chose qui s'apparente à une crise avec un C majuscule et qu'à l'issue de chaque sortie de crise, il y a des opportunités. Et je trouve que les femmes ont un regard finalement plus optimiste et positif que les hommes. Je trouve que ça, c'est intéressant, en fait. Et ça me fait penser et ça me permet de faire le lien avec un autre sujet qui est une étude américaine qui avait dit la chose suivante, que les femmes étaient sans doute capables de mieux gérer les situations de crise que les hommes parce qu'elles avaient une approche finalement systémique ou du bien commun qui était sans doute plus ancrée en elles. Voilà, donc moi je m'interroge sur ça et je m'interroge sur le fait de dire que si effectivement on avait plus de femmes qui étaient en situation de diriger des entreprises, est-ce que finalement les entreprises ne seraient pas plus solides? Voilà, ça c'était une étude américaine qui avait posé le sujet. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut développer, et ça amène le sujet aussi, c'est que on voit que les femmes qui sont rentrées dans le monde de l'automobile sont rentrées par hasard. Moi, il y a une chose dont je suis certain, c'est que la complémentarité des hommes et des femmes, elle est vertueuse pour nos organisations, quelle que soit l'organisation et quel que soit le secteur d'activité. Et ça, pour moi, c'est un enjeu essentiel, en fait. Et quand on dit qu'on veut plus de diversité et qu'on veut plus de mixité, c'est qu'effectivement, et en particulier en France, on a une difficulté, c'est qu'on a des métiers qui sont très genrés, en fait. Je reviens sur un enseignement du questionnaire. Il y a quand même un paradoxe. Les femmes voient dans le changement plus d'opportunités et en même temps, elles sont plus pessimistes sur leur avenir. Parce qu'elles expriment quand même un sentiment de lassitude, quoi. Ça n'avance pas. C'est intéressant parce que on a fait, nous, le 8 mars, on a fait un duodé mixity, c'est-à-dire qu'on a proposé à des salariés Michelin
de permettre à des femmes en situation de recherche d'emploi de effectivement passer une journée pour découvrir les métiers dans lesquels elles étaient, sachant qu'elles étaient dans des phases de transition professionnelle. Et ce qu'elles ont exprimé à la fin de la journée, c'est ce sentiment un peu que vous évoquez, c'est-à-dire de lassitude. C'est-à-dire que le contexte aujourd'hui, pour les femmes, est un contexte qui est sans doute plus difficile que pour les hommes. Voilà, et que finalement, comme on va tous avoir de plus en plus de transitions professionnelles, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, les cycles s'accélèrent, etc. Donc, on aura plus de transitions professionnelles. Et c'est vrai que je pense que dans la société française, dans ce contexte de transition professionnelle, les femmes sont peut-être confrontées à plus de difficultés que les hommes. Voilà, à cause du contexte. Et le contexte, en tout cas dans le milieu automobile, c'est lequel? C'est qu'on est sur des métiers finalement qui sont très genrés et ça nécessite de travailler sur le contexte pour le rendre moins genré. Alors, justement, votre action. D'abord, avant que vous nous expliquiez comment vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous dire comment est organisée la promotion de la diversité chez Michelin? Est-ce que vous êtes haut dans l'organigramme? Comment vous êtes placé? Alors, merci de poser la question, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut poser la question de la structuration et des moyens pour commencer. Donc, moi, j'ai la chance d'être attaché au DRH France et donc, effectivement, d'avoir une action transverse vis-à-vis de l'ensemble des RH de l'ensemble de nos sites. Donc, ça me permet effectivement d'être en visibilité et ça me permet aussi, et ça, c'est un point très important, de pouvoir négocier avec les partenaires sociaux des accords et de signer des chartes. Parce que finalement, comme c'est un sujet difficile, le sujet de la mixité, et c'est certainement plus difficile d'ailleurs que les autres sujets sur lesquels je travaille, paradoxalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chez Michelin, la diversité, on la met avec un S, mais j'imagine comme beaucoup d'entreprises, et on est sur 3 piliers. Le pilier de la mixité et de l'égalité professionnelle, le pilier du handicap et du maintien en emploi, et le pilier des jeunes des quartiers prioritaires, / des réfugiés, / de l'insertion en général. Et en fait, mon constat, c'est que le pilier le plus difficile à travailler, c'est le premier. Et bon, après, on peut le développer, mais c'est le plus difficile à travailler. Paradoxalement, la question du handicap et du maintien en emploi ou la question des réfugiés / des jeunes des quartiers prioritaires sont des sujets plus faciles à travailler. Après, j'ai des explications qui sont les miennes, mais c'est un fait. Et le fait, donc, de pouvoir être attaché au DRH France et de pouvoir signer des accords avec les partenaires sociaux et de signer des chartes, ça nous permet de nous engager avec des indicateurs. Et ça, c'est un élément important. Alors, on va passer tout de suite à la question des femmes à très haut niveau. Donc, pour nommer des femmes au plus haut niveau, il faut soit un vivier, soit des recrutements externes. Alors, quelle est votre stratégie aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre sans surprise. Bien entendu, les deux. Bien entendu. Après, quand vous regardez la composition du CEG, aujourd'hui, on a 36% de femmes et les 2 femmes qui viennent d'intégrer le CEG sont des recrutements externes relativement récents. Les deux. Après, la question du vivier que vous évoquez est une question importante. Il ne s'agit pas que de la question du vivier, il s'agit de la question des parcours aussi et la question d'être imaginatif sur les parcours. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on a quelques sujets de questionnement et d'interrogation. Parce que c'est vrai que chez Michelin, comme on est une entreprise industrielle, finalement, on a des process et on a des parcours. La particularité chez Michelin, c'est que ces parcours et ces process se traduisent par un certain nombre de mobilités géographiques qui permettent effectivement d'arriver sur des postes à responsabilité. Parce qu'effectivement, dans nos principes, on aime bien partir du terrain et pouvoir enchaîner les expériences de terrain avant de progresser. Et on voit bien que cette question de la mobilité géographique, et si je prends mon cas, 6 mobilités géographiques
en 27 ans chez Michelin, 6 déménagements. Ma femme a donc perdu 6 fois son emploi. C'est un sujet qui est compliqué. Et aujourd'hui, on a aussi des femmes qui ont un potentiel de développement très intéressant et qui, malheureusement, pour différentes raisons, ne peuvent pas rentrer dans cette dynamique de changement de mobilité géographique pour différentes raisons. Et donc, c'est aussi à nous d'être imaginatifs par rapport à ça. Mais la question de la mobilité géographique, la question de la mobilité fonctionnelle, quand on est un groupe international, c'est vraiment quelque chose de clé parce que je crois qu'on ne peut pas arriver sur un poste à responsabilité si on n'a pas une bonne connaissance de l'entreprise, si on est dans une problématique de vivier, et ça pose quand même la question de cette mobilité géographique et fonctionnelle, avec la question de la double carrière qui est à mon avis un vrai sujet. Est-ce que le sujet de la période justement où se fait ce parcours de carrière qui est entre 30, 35 ans et 50 ans, ça, c'est pas aussi un handicap pour la promotion des femmes? Est-ce qu'il faut corriger ça? Est-ce qu'il faut élargir? Est-ce qu'il faut arrêter en France de penser qu'à 50 ans, une carrière est finie? Bon, alors, le mot handicap est un mot un peu fort. Moi, je ne prendrais pas le mot handicap. Mais par contre, vous soulevez aussi quelque chose qui est très vrai, c'est que je pense qu'en France, la question du diplôme et la question de l'âge sont des éléments qui ne facilitent pas la fluidité et cette question de la mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque chez Michelin, on est comme dans beaucoup d'entreprises sur cette question du job posting, donc vous pouvez postuler en interne sur différents postes dans une logique de progression. C'est vrai qu'il faut qu'on forme nos managers à quelque chose que vous exprimez très bien, qui est de dire à un moment donné, arrêtons de penser que les choses se font entre 35 ans et 50 ans et arrêtons de penser que ça se fait en fonction de telle ou telle école. On a un côté en France que je trouve moins pragmatique que dans d'autres pays, en fait. Voilà, je trouve qu'en France, on est quand même encore… il y a le poids du diplôme et il y a le poids de l'âge. Et ça, c'est des sujets, à mon avis, sur lesquels il faut qu'on travaille en profondeur, mais c'est ce qu'on appelle finalement la question des biais et des stéréotypes, sur lesquels on va former l'ensemble de nos managers à partir de cet été. Donc, quand je dis l'ensemble de nos managers, c'est, alors, en ce qui concerne la France, c'est 1600 managers, et en ce qui concerne le groupe, donc on est 130 000, on doit être autour de 30 000 managers. Donc, on va former nos managers sur la question des biais et des stéréotypes, parce que vous avez raison, là, on est sur un sujet important. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très culturel. C'est-à-dire qu'en France, on a ce biais-là, on a le biais du diplôme et on a le biais de l'âge. Dans d'autres pays, on a d'autres biais. Et alors ça c'est nouveau, ce plan de formation de grande ampleur, vous l'avez conçu En fait, on a fait un diagnostic. Alors, je suis très transparent avec vous. On a fait un diagnostic et on s'est rendu compte que si on voulait accélérer cette question de la mixité, sachant qu'aujourd'hui, si je vous donne 2 chiffres en France, on a 20% de femmes chez Michelin et on a un manager sur 3 qui est une femme, donc on a 30% de femmes en situation de management. Si on veut effectivement progresser sur l'ensemble de ces chiffres, bon, sachant qu'on est aussi une manufacture, donc je pondère le fait qu'on a quand même 50% de nos postes qui sont des postes d'agents de fabrication, mais il faut qu'on travaille sur le mindset de nos managers. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, via quelques outils que j'ai, qu'effectivement, il y avait quelques biais sur ces sujets. Voilà. Et on a donc décidé de travailler avec un consultant pour mettre en place des mises en situation pour faire réfléchir nos managers sur la question de leurs biais et sur la question du plan d'action. Voilà. Pour effectivement permettre d'accélérer cette acculturation de la diversité. Quand on avait préparé, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas pour la discrimination positive, mais pour les actions positives. Est-ce que vous pouvez expliquer cette différence?
Ah oui, oui, alors absolument. Et vous avez raison de poser la question parce que c'est aussi une question sur laquelle j'ai été confronté ce matin, puisqu'on voit aussi que sur cette question, la loi est en train d'évoluer très vite. Et moi, je dis aujourd'hui qu'il faut être vigilant avec le fait d'avoir des actions positives en faveur, entre guillemets, des groupes qui sont discriminés, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la même ligne de départ, pour leur permettre d'être sur la même ligne de départ. Par exemple, prenons le cas de nos opérateurs de fabrication. Aujourd'hui, on recrute via la méthode de recrutement par simulation, donc on recrute sans CV et sans lettre de motivation. Moi, je demande à Pôle emploi systématiquement d'avoir 40% de femmes. Parce que si on ne force pas le trait, on n'aura pas de femmes. Et si on n'a pas de femmes, on ne va pas les recruter. Donc ça, c'est une action positive, c'est ça. Ça veut dire à un moment donné, dans nos viviers, j'essaie d'avoir la plus grande parité possible. Mais en aucun cas, je recrute à l'issue sur le critère du genre, c'est-à-dire sur le critère d'homme ou de la femme. Et j'évite la discrimination, finalement. Parce que ce qui est intéressant, c'est donc moi, j'interviens. Bon, chez Michelin, on a la chance, comme vous l'avez compris, on a la chance d'avoir un manager diversité et inclusion. Donc moi, j'interviens sur les promotions de managers. Et je vous donne un chiffre. Il y a 10 ans, nos managers de premier niveau, donc nos managers de production en usine, on avait moins de 10% de femmes en recrutement externe. Aujourd'hui, on est à 50-50. Et donc, quand j'interroge ces jeunes managers, femmes et hommes, et quand je pose la question aux femmes et aux hommes, est-ce que vous pensez qu'il y a de la discrimination positive envers les femmes? J'ai 3 mains sur 10 qui se lèvent en disant oui. Et ça, c'est quelque chose de délétère. C'est-à-dire que si on commence à dire aux femmes qu'elles sont embauchées parce que ce sont des femmes, et si on commence à dire aux hommes qu'ils ne sont pas embauchés, etc., c'est la catastrophe. On rentre dans quelque chose qui n'est pas sain. Donc la priorité, c'est bien de se focaliser sur les compétences. Par contre, il faut qu'on soit dans des logiques d'action positive pour permettre aux hommes et aux femmes, et naturellement, on l'a vu dans votre sondage, que les femmes ont l'impression de venir par hasard, d'ouvrir nos viviers pour permettre finalement à ces femmes qui pourraient venir d'autres métiers, de pouvoir venir s'exprimer sur ces métiers-là. C'est ça pour moi l'action positive. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que comme on a un peu de recul avec Pôle emploi et qu'on recrute 800 opérateurs de fabrication par an, on demande dans nos viviers 40% de femmes. Et aujourd'hui, ils vont chercher des femmes dans des secteurs d'emploi qui n'avaient pas l'habitude de postuler en industrie, c'est-à-dire dans les métiers de la santé, dans les métiers de bouche, dans les métiers d'aide à la personne. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit des femmes qui aujourd'hui découvrent un autre environnement, qu'elles ne trouvent pas forcément moins dur ou finalement très différent de ce qu'elles avaient connu auparavant. Par contre, elles découvrent quelque chose qui est assez intéressant, c'est que nous, on fait finalement assez peu de temps partiel. Nous, on embauche à taux plein. Donc, on permet quand même à ces femmes qui, dans ces métiers-là, sont souvent à temps partiel, de pouvoir être effectivement, de se retrouver à taux plein et de découvrir un métier et l'industrie 4.0, parce que là encore, c'est quoi l'industrie aujourd'hui? C'est très intéressant. C'est qu'on voit bien aujourd'hui, et Michelin avait été partenaire de l'entreprise pour le futur qui avait eu lieu il y a 2 ans à Paris, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a une image de l'industrie et peut-être aussi du secteur automobile qui est encore parfois une image un peu décalée par rapport à la réalité. Moi, je suis très frappé, et on n'a pas parlé des leviers, mais je pense qu'un des leviers aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de mixité possible dans les actions positives qu'on peut faire, notamment sur les stages de 3e. Notamment pour ces jeunes filles de classe de 3e, qu'elles soient dans des parcours académiques généraux ou qu'elles soient dans des parcours plus courts, peu importe. La question que j'ai eue la semaine dernière, et c'est intéressant quand même, parce que ça montre le poids des croyances, c'était de dire, jeune fille de classe de 3e, dont les parents
dont les grands-parents ont travaillé chez Michelin, pas les parents, mais les grands-parents ont travaillé chez Michelin. La question qu'elle a posée, c'est est-ce que les vestiaires sont mixtes? Parce que moi, je n'ai pas envie de prendre ma douche dans des environnements où il y a des hommes. Mais évidemment que nos vestiaires sont mixtes. D'abord, c'est une obligation légale. Mais voyez la question. Donc, c'est sûr que si dans la perception de cette jeune femme, les vestiaires sont mixtes et qu'effectivement, finalement, c'est comme à la piscine, non, c'est pas comme à la piscine. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, et du coup, je lui ai proposé d'aller voir nos locaux sociaux et ça permet aussi de faire le lien avec la qualité de vie au travail. Je pense que la question de la qualité de vie au travail, je pense que la question des locaux sociaux, c'est aussi clé pour pouvoir accueillir les hommes et les femmes. Voilà. Alors, là, il va peut-être falloir aussi faire des formations pour les femmes, ne serait-ce qu'elles se sentent légitimes, qu'elles acceptent aussi la mixité, finalement, d'après ce que vous nous dites. Comment vous allez gérer est-ce qu'il faut aussi que les femmes s'entraident? Alors, un réseau féminin? Ouais. Alors, c'est intéressant. Alors, ça fait partie aussi de nos leviers d'action. Donc, on a 2 leviers d'action sur ce sujet. On a effectivement un réseau féminin et masculin qui s'appelle Women Forward, qui est effectivement un réseau dans lequel il y a des femmes et des hommes qui travaillent sur le sujet de la mixité et de l'égalité professionnelle, indépendamment de ce que l'entreprise peut faire d'un point de vue légal et au travers de son manager diversité. Puis, il y a un autre point que vous évoquez, qui est tout à fait juste, c'est la question de la formation et de la sensibilisation. Et en fait, on s'est rendu compte, et là c'est intéressant parce que ça rentre tout à fait dans votre sujet, donc nos femmes qui sont RCS, donc responsables de compte secteur, c'est-à-dire qui vont vendre des pneus chez les clients, en B2B et en B2C. On a regardé ce qui se passait sur les 5 dernières années. Et on s'est rendu compte qu'on avait un turnover supérieur à 50%. C'est-à-dire que 50% des femmes qui avaient été embauchées en 2016 n'étaient plus en 2021 dans ces métiers-là. Elles étaient parties dans un certain nombre de métiers périphériques, le marketing, la communication, etc., etc. On a creusé le sujet. J'ai pris pour ça une alternante en Master 2 en psychologie sociale, donc qui travaille sur les contextes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées pour aller dans des environnements d'hommes en B2B et en B2C, et en particulier en B2C. Et qu'effectivement, être une femme et aller vendre des pneus chez un client, c'est pas si simple que ça. Être une femme et être en déplacement 3 jours sur 5, c'est pas si simple que ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'effectivement, la question derrière, c'est que c'était un sujet dont on parlait pas. Et finalement, on était trop implicite sur le sujet. Voilà. Et notamment aussi sur la question, pour moi, qui est très importante, qui est la question du sexisme ordinaire, qui est la question du sexisme bienveillant, qui est la question du comportement inapproprié. Et donc aujourd'hui, on est aussi en train de corriger le tir et on est en train de former ces jeunes femmes, et j'arrive à votre question, sur finalement comment, sans être agressif, je suis capable d'exprimer les choses sur des comportements qui seraient de la part de mon client ou de mon fournisseur inappropriés parce que il n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des femmes ou parce qu'à un moment donné, il remet en cause mes compétences, ou etc. Comment est-ce que je suis capable, finalement, sans agressivité, de rétablir la réciprocité et pas me retrouver enfermé dans quelque chose de, entre guillemets, de dégradant par rapport à mon genre. Et c'est très intéressant. Et là, je reviens sur la dernière session de travail que j'ai eue, que j'ai trouvée aussi très éclairante, et qui montre que la réalité des hommes et des femmes est j'allais dire pas forcément la même, et c'est évident hein, quand on y réfléchit, mais enfin, c'est encore plus riche quand la parole se libère. C'est que on les a fait travailler sur, finalement, qu'est-ce qui était pesant en déplacement, quand elles partaient comme ça 2 jours par semaine sur des territoires. Eh bien, un élément qui est sorti, c'est de dîner au restaurant seul le soir. C'est-à-dire qu'à midi, il n'y a pas de problème, mais le soir, il y a un problème. Parce qu'effectivement, le soir, plusieurs se sont retrouvés confrontés à des personnes qui leur proposent de dîner ensemble, d'aller prendre un verre, etc., etc. Parce que par définition, elles sont seules sur leur territoire. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme question.
C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, j'explicite le fait que je peux vouloir, entre guillemets, dîner tranquillement. Et ça, j'ai trouvé que c'est des questions sur lesquelles, effectivement, on n'avait pas l'habitude de travailler. Et ça fait partie des mises en situation qu'on est en train de monter pour permettre à ces femmes aujourd'hui j'allais dire, de mieux vivre ce qu'elles sont dans ces contextes parfois un peu rudes. On arrive à la fin de cette conversation très intéressante. J'ai une dernière question. Vous avez 94 sur 100 à l'index égalité homme-femme. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver à 100 sur 100? Alors, écoutez, on perd 5 points sur les 10 plus hautes rémunérations parce qu'effectivement, sur les 10 plus hautes rémunérations, on n'est pas à l'attendu. Voilà. C'est donc la part c'est combien de… Et on a un critère sur les 10 plus hautes rémunérations, combien est-ce que vous avez de femmes? Donc, les 10 plus hautes rémunérations aujourd'hui, effectivement, voilà, on n'est pas… aujourd'hui, on n'a que 2 femmes sur les 10 plus hautes rémunérations, donc ça nous fait perdre 5 points. Il y a un chiffre sur lequel je suis… qui est un chiffre tout à fait positif pour l'entreprise sur le 94, c'est qu'on n'a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on travaille en fait depuis 4 ans avec des statisticiens qui sont de l'INED pour travailler effectivement sur la question des différences de salaire entre les hommes et les femmes par statut, et on met en place les plans d'action pour corriger ce qui peut être corrigé. Voilà. Donc ça nous permet aujourd'hui, sur la question de l'égalité professionnelle, d'avoir effectivement 39 sur 40. Voilà. Et puis après, effectivement, sur la question des retours de congé maternité, on n'a pas de difficulté parce que c'est un sujet qu'on a mis sous contrôle aussi et qui est dans l'index. Voilà, donc on est bon partout, sauf sur le dernier critère qui nous désavantage, parce qu'effectivement, comment avoir finalement un pourcentage de femmes à 50% parmi les 10 plus hauts niveaux de responsabilité quand vous n'avez que 20% de femmes chez Michelin? Voilà. Alors, oui. Alors, on a une question, hein, donc on a eu 2 questions sur le fil. Il y en a une, c'est comment convaincre les femmes de venir dans l'auto. Hein, donc, on est aussi. Moi, j'insiste. Alors, sur de femmes dans les écoles d'ingénieurs, ce qui est un peu la même question. Oui, mais j'insiste sur l'importance des rôles modèles. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et c'est pour ça, alors je vais faire un peu de publicité à l'usine Nouvelle avec ce qu'ils font chaque année, les trophées, etc. etc. Nous faisons la femme de l'année, nous aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ben voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de rôle modèles pour montrer aux femmes et aux hommes dans certains métiers aussi, hein, les choix possibles. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il faut qu'on développe les rôles modèles, qu'on mette en lumière des parcours qui sont réussis et qu'on soit imaginatif dans ces parcours et qu'on arrête de se focaliser, comme vous l'avez dit très bien, sur la fourchette 35-50. Voilà. On peut faire un parcours remarquable après 50 et on peut faire un parcours remarquable avant 35. Voilà. Et il faut qu'on les mette en lumière. Parce que je vous rappelle qu'après 50, vous allez quand même travailler jusqu'à 64. Donc, il reste 14 ans, ce qui correspond quand même au tiers de la vie professionnelle. Donc, moi, je crois beaucoup aux rôles modèles. Je pense qu'il faut qu'on les intensifie. Voilà. Et je crois beaucoup aussi aux actions positives vis-à-vis des écoles d'ingénieurs pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et il y a un paradoxe, hein, c'est que les femmes ont de meilleurs résultats au bac que les hommes. Donc ça, c'est tout à fait le paradoxe. C'est qu'elles sont meilleures à l'école, que dans les filières générales aujourd'hui, elles ont des résultats plus élevés que les hommes, mais il y a un mécanisme d'autocensure chez elles, dans la société, chez les parents, et peut-être aussi chez les enseignants. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin moi, le regard aussi que je porte, hein, c'est que
on est très proche de certaines écoles d'ingénieurs, mais pas de toutes, et qu'on est certainement aussi très éloigné ou trop éloigné de l'université qui propose des parcours scientifiques de grande qualité. Il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous posez spontanément la question sur les 3 piliers, je reviens sur mon introduction, les gens ne perçoivent pas ce travail sur la mixité, en fait. Ils ont l'impression que, paradoxalement, il faut travailler sur la question du pilier numéro 2, du handicap et du maintien en emploi, et du 3e pilier, réfugiés, quartier prioritaire. Or, sur ces piliers-là, finalement, on travaille et il y a des actions positives et la dynamique est enclenchée. Et paradoxalement, sur ce pilier 1, les gens ne mesurent pas, et nos salariés ne mesurent pas toujours, finalement, qu'il y a du travail et qu'on n'y est pas. Et qu'on n'y est pas. Voilà, mais je pense que c'est… Alors, je regardais avant mon intervention nos résultats de féminisation par pays, et ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle en Europe, en fait. Parce qu'en fait, en Europe de l'Est, la problématique, elle est très différente, et en Europe du Sud, elle est très différente. Donc, je pense qu'en Europe de l'Ouest, on est encore une société patriarcale et qu'il faut, entre guillemets, travailler sur la question des biais et des stéréotypes. Voilà. Et je vous félicite d'être sur ce débat-là, parce qu'on n'est pas au bout, en fait. Parce qu'on n'est pas au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, Michelin, comme d'autres entreprises, on a besoin d'avoir, et à tout niveau, hein, parce que pour moi, il y a plusieurs plafonds de verre, hein, on pourrait rentrer sur le sujet, mais à tout niveau, on a besoin d'avoir davantage de mixité. Voilà. Et plus de mixité, c'est à mon avis une entreprise plus résiliente. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup et Michelin a de la chance de vous avoir et les femmes chez Michelin aussi. Merci vraiment pour votre approche. Et vraiment, merci à vous parce que finalement, je découvre votre association, j'allais dire, progressivement avec les liens qu'on tisse. Et je pense que c'est vraiment important, en fait, et qu'on est sur un vrai sujet. Et je trouve que le sujet, on avance à petits pas. Alors, Michelin, on essaie d'avancer à grands pas, mais je pense qu'on avance à petits pas et que je pense que, voilà, ça serait bien qu'on accélère un peu la dynamique. Voilà. Merci beaucoup. Elisabeth, tu veux conclure? Oui. Je vais conclure en disant effectivement, nous, on porte la dynamique depuis 12 ans avec l'association WAVE. On espérait que les choses aillent beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas le cas, donc on est toujours présente. Mais je pense que votre discours, Monsieur Fissinger, était très intéressant et porteur d'espoir, d'optimisme. Moi, j'ai été très impressionnée par les résultats de Michelin à l'index égalité. Donc, je vous félicite pour votre travail et votre implication. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous avoir donné la parole. Et je pense que s'il y a un message à retenir, c'est qu'avec de la mixité, on est plus résilient. Et je le pense, enfin, en plus, je le pense vraiment. C'est-à-dire que Michelin sera plus fort avec plus de mixité. Donc, voilà. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.